Salut tout le monde, ici Octobre. Bienvenue sur Vicos, le podcast où on parle des victimes et où on les aime. Excusez-moi, je vous interromps tout de suite, c'est Octobre de la post-production. Voilà, je fais une petite interruption dans le podcast pour vous dire que désormais nous allons additionner ce nouveau temps de parole comme ça en surprise, car je me rends compte que parfois j'ai envie de préciser mon propos après le tournage. Quand je tourne, ça dure à peu près 2 ou 3 heures, ensuite je monte, il y a des petites choses que je laisse passer ou que je ne développe pas. Ou ne précise pas suffisamment, et je pense que sur ce genre de sujet il faut être précis et précise. Voilà, je vous embrasse, à tout à l'heure, et puis je reprends mon histoire là où elle s'était arrêtée, c'est-à-dire je sors de la brigade des mineurs et je rentre chez moi. Donc je suis rentrée chez moi avec la tête bien embrumée et j'ai décidé d'en parler à mes parents puisque le policier m'a dit que, vu que j'entamais des procédures, vu que j'avais porté plainte et que un procès allait exister sûrement suite à la confrontation avec Nicolas, il fallait que j'en parle à mes parents. J'étais hyper stressée, hyper effrayée, je me demandais comment aborder le sujet. Et c'est vrai que j'avais moins peur de le dire à ma mère qu'à mon père, puisque avec mon père, c'est moins évident de parler de sujets intimes. Voilà, c'est quelqu'un qui est assez secret. Bon, avec ma mère, c'était un peu plus simple. Et puis, comme j'étais en dépression pendant tout ce moment-là, elle venait souvent me voir dans ma chambre parce que je sortais pas de ma chambre et tout. Et donc, le soir, je rentre et puis je me mets dans ma chambre et puis elle monte. Et puis là, je lui dis, je mets beaucoup de temps, je bégaye beaucoup, je tourne en rond, je pense qu'au bout d'un moment, elle s'attendait à quelque chose. Enfin, à mon avis, vu le temps que j'ai mis pour arriver à raconter l'histoire, je pense qu'elle a compris au bout de 2 mots, mais bon, elle m'a laissé finir. J'ai recommencé du début, j'ai parlé de la colo. Je me rappelle pas beaucoup de ce moment-là, en fait. Déjà de 1, parce que j'allais très très mal et que quand on va très 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 mal, la mémoire nous joue des tours, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on sait plus bien ce qui se passait parce qu'on avait une vision de la réalité qui était complètement altérée. Et puis aussi parce que c'est un moment d'émotion tellement grande que j'ai l'impression qu'il fallait mieux que j'oublie. Je me souviens de la position, j'avais la tête sur ses genoux, je pleurais beaucoup. Elle était assise sur mon lit. Elle a rien dit. Il me semble que j'ai bégayé colonie, moniteur et puis agression. Dans ma tête, ça s'est fini comme ça. Moi, j'avais trop peur d'en parler à mon père, j'étais trop inquiète de sa réaction. Non pas que je pensais qu'il allait m'en vouloir et tout, mais potentiellement, je le mettais aussi en danger lui, en le mettant dans une situation émotionnelle, peut-être qu'il ne serait pas capable de gérer devant moi. Alors voilà, j'ai dit à ma mère de lui en parler à lui. Et puis ça s'est fait comme ça. Et ça n'a pas été un grand événement dans ma vie, parce qu'ils ont réagi comme s'ils étaient au courant depuis des années. Alors que je pense vraiment qu'ils étaient pas au courant. Hein. Enfin, je sais pas, je suis pas dans la tête de mes parents. Peut-être qu'ils se sont imaginé des choses à des moments, qu'ils étaient inquiets et tout. Mais en tout cas, il y avait pas... c'était pas perte et fracas, c'était pas les cris, c'était pas les larmes. Ils ont accueilli ça très, très, très silencieusement finalement. Je parle avec du recul, hein. C'est pas pour émettre un jugement sur leur réaction. Je parle de cette réaction pour parler de réactions possibles de proches. Et dans mon cas, ça a été comme ça. Puis dans d'autres cas, ce sera autrement. Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Non, putain, j'ai failli partir en Astérix Obélix. Je crois pas qu'il y ait de bonnes... Mais oui, mais c'est ça, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réactions. En tout cas, je sais que moi, je me suis imaginé des réactions. J'ai fantasmé ce moment. Et que ça s'est pas du tout passé comme je l'avais imaginé. Ni en bien, ni en mal. Ça ne s'est pas passé comme je l'ai imaginé. Ce qui est fou dans l'aveu, c'est que moi, dans tous les moments où j'ai pris la parole, j'ai attendu quelque chose des auditeuristes en face. Que ce soit lors de mon procès, que ce soit lors de l'aveu à mes différents proches, j'ai attendu quelque chose. Et ça, je crois que c'était pas cool de ma part, pour moi-même en fait. Parce que ce sont des individus à part entière. Je peux leur faire confiance dans leur façon de gérer l'accueil. Et c'est pas eux qui vont sauver quelque chose par leur réaction. Mais j'ai compris plus tard pourquoi j'attendais tant de ce moment. C'est parce que pour moi, les réactions, c'était aussi un indicateur, une prise de conscience que ça arrive vraiment. Il me semble que j'en avais déjà parlé dans les autres épisodes, mais je continue aujourd'hui, en 2025, de réaliser que ça m'est arrivé. C'est pas quelque chose qui est acquis avec moi-même. Je continue. Et c'est étrange comme voyage.
de se rendre compte que c'est jamais acquis la réalisation de la violence que j'ai pu subir, et à différents niveaux évidemment, parce que Vicose parle aussi des répercussions en fait de ce traumatisme et comment il va affecter plus tard mon cerveau, mes mécanismes physiques et psychologiques. On y reviendra. Du coup, ce qui crée une attente dans le regard des autres, pour ma part, j'ai attendu de comprendre ce qui m'arrivait en voyant la réaction des autres. Et parfois, quand la réaction n'était pas à la hauteur de la violence que j'ai ressentie, ça pouvait quelque part minimiser ou remettre en question ce que j'avais vécu. Je me disais, ah bah tiens, finalement, c'est pas si grave. Et ça, ouais, je ne veux absolument pas que les auditeuristes qui écoutent ça se disent qu'il faut... Non, restez vous-même dans l'accueil de propos, évidemment. Je pense que c'est le problème de la victime qui à ce moment-là, ne peut pas attendre de quelqu'un d'autre une réaction qui lui permettrait de réaliser. C'est pas du tout ça que je veux dire, mais je remarque, en tout cas, moi, ça a été ça. Je pense que ça joue encore chez moi fort ce truc de quand je raconte une histoire, le diapason que je mets sur la réaction de la personne en face de moi. Si je vois un énorme choc sur la personne, je me dis « Oh putain, oui, effectivement, c'est grave, t'as raison d'en parler, t'as raison ta souffrance est légitime. » Mais ça, c'est évidemment un problème qui m'appartient et que je dois travailler tout simplement. Juste, je l'évoque parce que c'est ma réalité. Mais revenons à nos moutons. Une fois l'aveu fait à mes parents, je continue de sombrer dans une dépression qui s'empire chaque jour. Et puis, c'était le Covid encore, donc ça m'arrangeait bien parce qu'il n'y avait rien d'autre à foutre que de ne pas sortir. Donc, je ne voyais personne, ça m'arrangeait bien. Personne ne pouvait constater l'état hardcore dans lequel j'étais. Je n'avais à justifier de rien à personne. Donc c'était trop pratique. Le policier m'appelle et me dit qu'ils vont interpeller Nicolas à son travail et que je devais me tenir prête à venir faire la confrontation. Donc je suis restée chez moi, j'attendais. Je n'ai rien fait d'autre qu'attendre vraiment. J'attendais de recevoir cet appel, avec l'envie de mourir chaque seconde, donc c'est compliqué. C'est vraiment un marasme, j'ai plus du tout d'images qui me reviennent, parce que tout ça s'est fait en plusieurs mois, et entre les événements, j'ai plus d'images, plus de sons, quoi. C'est comme si j'étais déjà un peu morte. Et puis l'appel est venu, donc c'est très tôt le matin, ils vont l'interpeller à 6h du matin, ils le mettent en garde à vue pendant, 2-3 heures, ils lui posent des questions et on passe à la confrontation. Je ne sais plus si c'était le matin ou l'après-midi. Je sais juste que j'y suis allée avec mes parents m'ont accompagnée. Il me semble aussi qu'il y avait Héloïse, mais je suis plus sûre. J'ai tellement attendu ce moment que j'étais dans une sorte de flottement et j'étais vraiment en dissociation, quoi. C'est-à-dire que pendant tout le trajet aller, j'étais pas là. J'étais tellement stressée. C'est fou de revoir son agresseur 15 ans après. C'est fou. Je me suis fait des images, j'ai rêvé de lui, j'ai cauchemardé de lui tellement de fois. À la fois, je me rappelle très bien de sa tête et à la fois, elle était un peu floue. Mais il avait des traits du visage que je reconnaissais tellement que souvent dans la rue ou quand je rencontrais des nouvelles personnes qui avaient des traits similaires, vous savez, des fois, il y a des personnes qui se ressemblent beaucoup, qui ont des traits un peu similaires. Quand je rencontrais ces gens-là, je les détestais immanquablement. Je les détestais, quoi. Je les détestais d'avance. Je les évitais parce que je le retrouvais trop, ça me plaisait pas du tout. Et puis, j'arrive au commissariat, au même que donc la brigade des mineurs. Et pareil que la dernière fois, mes parents, Héloïse et toutes ceux et celles qui m'ont accompagnée, je m'en rappelle plus bien, restent en bas, puis moi je monte. Et puis même couloir avec les dessins d'enfants. Et je ressens le malaise qui monte et puis mon cœur qui s'accélère. J'ai très très peur. Et puis, la première fois que j'y suis allée, je suis rentrée directement dans un bureau. Mais là, le policier me dit qu'il faut que j'attende dans la salle d'attente. Et donc, je me retrouve dans une petite salle. C'était une petite salle avec vraiment des affiches de dessins animés de partout. Et c'était vraiment une salle d'attente de docteurs. Et il y avait une table au milieu avec des magazines, Picsou Magazine et je ne sais quel autre magazine pour enfants, avec des crayons de couleur partout, des feutres. Vraiment une salle d'attente de médecins avec des petites chaises pour enfants.
qui faisait vraiment genre 10 centimètres. Les petites chaises colorées avec des grosses fleurs, là, en forme de grosses fleurs. Et je me suis assise et il y avait déjà une petite fille qui attendait avec sa maman. Et on était assises face à face, vous savez, c'est des carrés, on était assises face à face avec la petite fille. Et on s'est regardé, pas longtemps, mais on s'est regardé. Et je pense que elle et moi, on a dû se dire la même chose, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'autre fout là? Parce que j'avais clairement pas l'âge d'être une enfant. Et moi qui me disais, mon Dieu, comment c'est possible que cette gamine de, je sais pas, 6 8 ans soit là? Déjà, comment elle a fait pour parler? Bravo, enfin, moi j'étais en mode, ok. Puis en même temps, je me disais, enfin, pourquoi, enfin, non, mais c'est pas possible, quoi. Pourquoi t'es là? On se regardait pas avec la mère, je pense qu'on s'évitait du regard. J'étais vraiment hyper triste de la voir. Et j'avais envie de lui faire un câlin et de l'encourager, de lui dire qu'elle était courageuse et tout. Puis j'ai rien dit, évidemment, j'étais bien trop stressée. J'arrivais plus à respirer. Enfin, moi j'étais déjà en attaque de panique, mon cœur il battait à 200 000 à l'heure. J'étais terrorisée, c'est même pas le mot. En fait, je crois qu'il n'y a pas de mot qui puisse décrire cet état. Et puis le policier vient me chercher et m'emmène dans le bureau d'en face. C'était une pièce tout en long et au fond de cette pièce, il y avait le bureau du policier avec son ordinateur, il s'est mis derrière. Et Nicolas était devant moi, sur une chaise devant moi, mais il était dos à moi. Quand je suis rentrée dans la salle, il était dos à moi, il s'est pas retourné, donc j'ai pas vu son visage. Il portait une marinière, ça je m'en rappelle très bien. Et il avait les cheveux longs et gris, ce qui me paraissait fou parce que moi quand je l'ai connu, c'était pas du tout ça quoi. Et j'étais hyper curieuse de voir son visage et en même temps je voulais pas du tout le voir. Et le policier m'a dit, assieds-toi, Nicolas ne se retournera pas, il n'en a pas le droit, donc tu ne verras pas son visage. Et c'était comme ça qu'il m'avait protégée. Donc je me suis installée derrière lui, donc je parlais littéralement à son dos. Le policier a mis en route la caméra et très simplement il a dit vas-y Octobre, raconte-nous l'histoire. Et il y a eu un silence et c'est horrible les silences parce que il faut casser le silence et le premier son qui sort, moi j'avais envie qu'il soit affirmé quoi, un son sûr, un son d'une personne qui a grandi, qui est prête quoi. Bah c'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça, j'ai bégayé, j'avais une voix chevrotante et je savais pas par où commencer. Je savais pas si parler à la troisième personne ou dire je ou... Et ce qui était dur dans ce moment, c'est que j'avais très très fort envie de dissocier. Et quand on dissocie, ça veut dire on sort de son corps. Pour moi, l'événement était trop fort, l'émotion était trop... tout était trop lunaire, trop incroyable. Incroyable dans le mauvais sens, c'est-à-dire pas croyable, genre trop... C'était un film. C'était tellement un film que je regardais le film de ma vie. C'est-à-dire que je n'étais plus dans mon corps. Et en même temps, je sentais que je partais, que je pouvais pas vivre cet événement. Donc j'essayais de tirer, enfin je sais pas comment dire. Vous voyez cette image comme dans les films, des gens qui sortent de leur corps, le fantôme là qui sort du corps, qui se regarde et puis qui s'envole. Ben, je me voyais comme ça. Je me voyais sortir de mon corps et me regarder. Et en fait, je savais qu'il n'y en aurait qu'une seule de confrontation. Et je voulais tellement la vivre pleinement pour ne pas la regretter, de ne pas avoir été là ou de ne pas avoir pu dire, que j'essaie de tirer sur mon âme. Enfin, c'est trop bizarre, c'est pas du tout... Mais j'essaie de rester dans mon corps pour être en pleine conscience. Et j'y arrivais pas parce que les mots... Et c'était trop pour moi. Donc j'ai passé mon temps à lutter comme ça dans un entre-deux de soi-même, où j'essaie de tirer. Enfin, j'ai cette image-là, en fait, d'essayer de tirer sur mon âme comme sur un ballon pour qu'il revienne dans mon corps, à l'intérieur de mon corps. Ah, c'était horrible. Et du coup, j'essaie de m'attraper le genou, enfin, de toucher des parties de mon corps pour rester bien là, pour raconter l'histoire. Et j'ai raconté l'histoire. Et puis, à un moment donné, pendant l'histoire, il a explosé en sanglots. Il s'est mis à pleurer. Et ça, j'ai trouvé ça tellement odieux, tellement insupportable, que ça m'a mise en colère très très fort. Et là, j'ai commencé à monter le ton parce que il pleurait et je voyais son dos qui sanglotait, qui faisait des soubresauts, qui faisait... Et vous savez, quand on fait ça, là, les sanglots, on a le corps qui tremble, on a le dos qui bouge, et je voyais son dos bouger dans sa marinière insupportable. J'avais envie de lui
exploser le dos et lui dire mais tu te fous de ma gueule, c'est moi qui devrais pleurer, enfin est-ce que tu rigoles? Et moi je pleurais pas, je racontais ça et je pleurais pas et je me disais j'arrive pas à pleurer et ça m'agaçait parce que en fait je me disais je veux pleurer pour vivre mon émotion et puis après que ça parte, que ce soit terminé. Et je pleurais pas parce qu'en fait c'est impossible. C'est à la fois le temps est beaucoup trop lent et à la fois c'est beaucoup trop rapide et j'étais dans une frustration de il faut saisir le temps, il faut saisir sa chance de dire, et ça m'effilochait entre les doigts comme du porc effiloché. C'est si je sais pas comment décrire cette frustration, ce sentiment d'impuissance même dans les mots, quand les mots ne suffisent plus, quand l'émotion ne suffit plus, quand plus rien de ce que je peux produire comme son, comme ne suffit pour et à la fois me permettre de vivre mon moment, enfin, et de dire et d'être digne, et à la fois ne pas m'effondrer pour ne plus rien dire ou pour juste geindre. Et c'était terrible parce que quand j'ai fini de parler, il a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Et je sais pas pourquoi ça me fait sourire de mépris, de haine, enfin, c'est parce que les larmes ne pourront jamais pleurer suffisamment cette phrase, mais il a dit « J'ai souillé son innocence ». Et il l'a dit d'une manière... Il n'a pas dit oui. C'est-à-dire que quand j'ai décrit les agressions, il n'a pas dit oui, j'ai fait ça. Mais il a dit j'ai souillé son innocence. Et bien sûr qu'on était filmé et que ça a compté immédiatement comme un aveu. Mais moi, je l'ai très mal pris. Parce que c'est pas un aveu comme les autres, c'est pas oui, c'est vrai, elle a raison, elle dit la vérité. Non seulement il ne dit pas ça, et j'avais besoin qu'il le dise, mais il n'a pas dit ça. Il a dit, plus tard, il a dit, elle ne ment pas, par la négative. Elle n'a pas dit, elle dit la vérité. Il a dit, elle ne ment pas. Et pour moi, c'est encore ne pas me donner encore les pleins pouvoirs, et ça me fait gerber. Mais j'ai souillé son innocence. Il y a une grande forme d'emprise, il y a une grande forme de pouvoir, et il y a aussi une forme de fierté et de plaisir encore. Il y a un plaisir. Et pour ça, j'ai ressenti une colère, une haine hors de ma possibilité. Parce que je me suis dit, ah le bâtard, il jouait encore de ça. Ouais, là, ouais, ouais, c'est... Bah, la violence ressentie, elle est lunaire, enfin, je peux qu'en rire, j'avais des envies de meurtre, enfin, c'était terrible. Et ensuite, il a pris la parole sur les agressions, parce que j'ai détaillé les agressions, comme j'avais expliqué dans l'épisode précédent, le policier m'avait demandé de détailler les attouchements, s'il y a pénétration, etc. Et il a avoué une partie, mais il n'a pas tout avoué. Il a dit que le reste, si vous voulez, tout ce qui s'est passé en haut du corps, il a reconnu, il a avoué. Et à partir du moment où j'ai commencé à parler du bas du corps, il a dit qu'il ne s'en souvenait pas. Et là, on ne peut pas, si l'agresseur refuse de dire, en fait, on peut rien faire. Donc, bon, il a avoué une partie, donc c'est condamnable. Hein. Ça vaut pour le procès. Et d'ailleurs, les policiers ne cherchent même pas plus. C'est-à-dire que à partir du moment où il a avoué un petit truc, on s'en fout qu'il n'ait pas tout avoué, on prend ce qu'il y a, on l'emmène au tribunal. Ce qui est à la fois bien et pas bien, puisque moi, j'aurais voulu qu'il reconnaisse tout en intégrité. Après, comme moi, j'ai des blackouts aussi, bah, c'est compliqué de refaire le puzzle. Et en même temps, bah, c'est vrai qu'à partir du moment où c'est tellement rare déjà d'avoir un aveu et tout, que à partir du moment où ça part en procès, ça part en procès. Et que pour eux, ça suffit. On y va, quoi, c'est bon. Et ensuite, il s'est passé une scène un peu étrange. C'est que le policier
m'a dit bon bah très bien, il a avoué, je vais faire les papiers, on va signer et puis je vais vous laisser partir, on va vous ramener en cellule et tout, enfin vous on vous emmène et puis Octave va rentrer chez elle en attendant la date du procès. Enfin avant le procès il y a eu quand même l'enquête, hein. Et donc le policier se lève et je le vois passer devant Nicolas, qui je le rappelle était devant moi, assis devant moi. Il marche et il arrive à ma hauteur et là je lui attrape le poignet et je le regarde droit dans les yeux et je lui dis mais vous allez où? Il me dit t'inquiète pas, je vais faire des photocopies, je suis juste derrière la porte. Et il me fait un clin d'œil. Et je me dis mais il me laisse toute seule? Il me laisse toute seule dans la pièce avec lui? Je me dis mais... Et en fait il me dit vas-y quoi, dis-lui ce que t'as à lui dire, moi je pars. Et là je bug, je suis terrorisée parce que je me retrouve toute seule dans la pièce avec Nicolas. Alors le policier était à 5 mètres derrière moi, dans le couloir, en train de faire des photocopies. Évidemment, il aurait rien pu se passer, mais moi j'étais terrorisée que Nicolas se retourne et me regarde. Moi c'était ma seule peur. Je savais qu'il allait pas avoir d'agression, mais je ne voulais pas que Nicolas se retourne et me regarde. Parce que du coup j'avais préservé mon visage et c'était tout ce qui m'importait. Alors comme on était en Covid, on avait les masques, mais je voulais quand même pas qu'il me voie. Et puis qui voit ce que je suis devenue. Et puis là, j'ai commencé à parler et puis je l'ai insulté, quoi. Je l'insultais, mais je l'insultais, mais ça me faisait pas du bien, c'est étrange. En fait, je me rendais compte que plus je parlais, plus c'était intarissable et puis plus ça me faisait rien. En fait, j'essayais vainement de me faire du bien en l'insultant et tout. Mais c'était tellement, la douleur ressentie était tellement incommensurable que les mots étaient pas suffisants, quoi. Mais même si dans un univers, je l'avais frappé, par exemple, je suis même pas sûre que ça aurait suffi. Enfin, je pense que j'étais complètement... Déjà, j'essayais de pas dissocier, mais en même temps, je pense que je dissociais beaucoup. Je pense que j'étais complètement désarmée. On était au-delà de tout... J'étais dans un état de vulnérabilité, puis dans un état brut qui était inconnu jusqu'avant. Et mon corps n'arrivait pas du tout à encaper l'info de cet état, du choc émotionnel que j'étais en train de vivre. Parce que c'est un choc de revoir son agresseur. Je vais pas mentir là-dessus. Pour moi, ça a été un choc. Revoir son agresseur ou son agresseuse, c'est pas piquer des hannetons. C'est un délire. Voilà, je l'ai insulté. Et puis, le policier est revenu. Et il m'a dit « Ah tiens, je pensais que tu t'aurais crié plus fort. » Et je l'ai regardé. Je me suis dit « Mais il est malade ou quoi ?» En fait, je peux pas, mais même si je pouvais, mais j'ai plus rien là dans le... Et en plus, ça me faisait culpabiliser parce que je me disais « Ah bah, j'aurais dû crier plus fort en plus. J'ai pas été assez efficace. Et voilà, tu vas regretter maintenant. » C'est ça que j'ai ressenti. Je me suis dit, voilà, même là, t'es une merde. Tu peux pas insulter assez fort. Non, mais de toute façon, je pense que le move de ce policier était bizarre et puis que c'était bien tenté. Je pense qu'il y avait un bon délire derrière, mais bon, j'étais pas vraiment en état, quoi. Puis il m'a fait sortir. J'avais les jambes qui flageolaient. Et ensuite, j'ai retrouvé mes parents comme un fantôme, un petit zombie. Et on est rentré. La seule chose dont je me souviens, c'est mon lit. De retourner dans mon lit. Mon lit, c'était mon seul endroit de repère. Il n'y a que quand j'étais allongée dans mon lit que je me sentais à peu près bien et à peu près en sécurité. D'ailleurs, ça a laissé des traces. Souvent, quand je suis très stressée, il faut que je m'allonge dans mon lit parce que c'est le seul endroit que je repère comme un espèce de bateau en sécure, quoi. Et voilà les amis, je vous laisse la suite au prochain épisode. Oui, Kim, tu vas devoir patienter. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci pour les retours, les commentaires bienveillants, constructifs. Tout ça m'aide énormément, me fait très très chaud au cœur. Désolée, il y a mon chat qui joue juste à côté de moi, mais on l'aime très fort, il s'appelle Vic. N'hésitez pas à partager en masse et à continuer de me faire des retours. Tout ça m'est d'une aide extrêmement précieuse. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Les numéros sont dans la barre d'infos, toujours. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Je vous raconte la suite de l'enquête. Nous arrivons bientôt au procès. Accrochez-vous bien, mesdames et messieurs. Allez, je vous embrasse fort. Ciao!